c'est celui des cardiopathies univentriculaires. Et donc, on va survoler en 2 heures environ ce sujet qui est un sujet assez vaste, qui part de l'anatomie pour aller vers une stratégie de traitement chirurgical et surtout après des modalités de suivi qui sont un petit peu particulières. Ce sont des cardiopathies qui sont, on va dire, à la fois rares et relativement fréquentes dans un exercice hospitalier de cardiologie congénitale. Et surtout, ce sont des... Ah, on entend un cours en direct, alors on va essayer de voir ça. Pourquoi ça fait ça? C'est pas la première fois que ça arrive. Le problème, c'est que moi, je ne sais pas pourquoi c'est en marche. Oui, c'est ça. Bon. Donc, si vous lisez le commentaire, juste pour ceux qui entendraient le cours qui se met sur YouTube, il faut que vous fermiez la fenêtre YouTube. Donc, on y va pour cardiopathie univentriculaire. Donc, j'étais en train de dire que c'est un sujet qui est relativement fréquent dans les services hospitaliers qui font de la cardiologie congénitale lourde, en particulier du cathétérisme et de la chirurgie. Et c'est aussi un sujet qui évolue en termes de prévalence, puisque un certain nombre de ces patients, même une proportion non négligeable de ces patients, va survivre jusqu'à l'âge adulte, ce qui en fait une nouvelle population de patients cardiaques congénitaux arrivés à l'âge adulte et qui posent des problèmes assez spécifiques que je discuterai à la fin de ce cours. Donc, si on commence par ce que c'est qu'une cardiopathie univentriculaire, il y a 2 définitions, une définition anatomique que vous voyez ici et une définition physiologique sur laquelle je viendrai après. La définition anatomique, c'est celle qui dit qu'il y a effectivement une seule cavité ventriculaire dans laquelle arrive le sang venant d'une ou des 2 oreillettes, et il y a une voie de sortie de ce ventricule unique, donc une seule cavité, voie de sortie qui est unique ou double, et on va voir ces différences anatomiques juste après. Donc la définition, c'est du ventricule unique, c'est celle dans laquelle il y a soit 2 valves auriculo-ventriculaires, comme vous le voyez sur le schéma, soit une seule valve auriculo-ventriculaire, l'autre étant atrétique, soit une valve auriculo-ventriculaire commune qu'on appelle de type canal atrioventriculaire, ce qui n'est pas toujours tout à fait exact, mais qui correspond grossièrement à la façon dont vous devez l'imaginer. Et donc, ces valves, comme je l'ai dit, sont soit toutes 2 présentes, soit il n'y a qu'une tricuspide, et dans ce cas-là, on va parler d'atrésie mitrale, soit il n'y a qu'une valve mitrale et on va parler d'atrésie tricuspide, soit il y a une valve auriculo-ventriculaire commune. Et les sorties, comme je l'ai dit, se font généralement pour un des 2 vaisseaux de la cavité principale, et pour l'autre vaisseau de ce qu'on appelle le ventricule accessoire, et qui est souvent très petit et réduit à son apex, puisqu'il n'a pas d'entrée, donc il n'a pas d'inlet, il n'a pas de valve d'entrée. Il comporte généralement une chambre intermédiaire qui correspond essentiellement à la voie d'éjection, et il a un apex qui est franchement hypoplasique. Bon, tout ceci, c'est une vue, on va dire, anatomique et autopsique, puisque en échographie, et comme je vais vous le montrer, on ne va voir qu'une seule cavité. Donc, voici les 3 exemples de ces cardiopathies univentriculaires selon la définition anatomique. À gauche, un seul ventricule avec 2 valves auriculo-ventriculaires, mais on ne voit pas les voies d'éjection sur celui-là. Au milieu, une atrésie de la valve tricuspide. On voit ici le plancher valvulaire, il n'y a aucune ouverture, la valve mitrale qui s'ouvre dans un ventricule gauche, puis une petite communication interventriculaire pour aller vers un ventricule droit très hypoplasique, d'où sort un des 2 vaisseaux. Et puis ici, une forme avec une seule valve auriculo-ventriculaire,
Il n'y a pas d'atrésie de l'autre valve. C'est une valve qui, si on la regardait en face ou en vue petit axe, ressemblerait à une valve de canal atrioventriculaire. On voit ici pas de cloison interauriculaire, mais si on en voyait une, elle ressemblerait à une cloison de canal atrioventriculaire avec une CIA de type ostium primum, comme vous le voyez sur le schéma du haut. Donc, voilà un exemple qui est celui de l'atrésie tricuspide avec donc une variété que j'ai mise ici pour vous montrer cette variété morphologique de la taille du ventricule droit qui, selon ce qu'on a vu dans un des premiers cours de physiologie, va se développer au prorata du débit sanguin qui le traverse, c'est-à-dire en gros, dans cette situation, au prorata de la taille de la communication interventriculaire, plus ou moins large sur ces deux images, et au prorata de l'obstacle qui peut exister sur la valve pulmonaire. La deuxième définition est une définition physiologique des cardiopathies univentriculaires. Ce sont en fait les malformations pour lesquelles le projet clinique de prise en charge est celui d'une prise en charge univentriculaire parce qu'il n'est pas possible de les réparer à deux ventricules. Vous avez déjà vu ça dans de nombreux cours de ce diplôme, mais on peut diviser ces patients qui ne pourront pas aller vers une réparation biventriculaire en deux grandes catégories, celles que je viens de donner à l'instant, c'est-à-dire celles où il y a anatomiquement effectivement un seul ventricule, par exemple l'atrésie de la valve tricuspide ou les ventricules uniques à double entrée. Et puis, d'autres, tout un groupe, tout un florilège, devrait-se dire, d'autres cardiopathies congénitales pour lesquelles il y a effectivement deux ventricules ayant chacun leur entrée propre, c'est-à-dire leur valve auriculo-ventriculaire, mais pour lesquels il sera impossible de réparer à deux ventricules et on devra s'orienter, malgré la présence de ces deux ventricules, vers une réparation de type univentriculaire. Et donc, l'exemple le plus simple, c'est les communications interventriculaires multiples très larges et tellement nombreuses qu'il n'est pas possible de faire une septation. Voilà, donc le cœur est anatomiquement normal en dehors du septum interventriculaire, mais on ne peut pas les réparer, on va s'acheminer malgré la présence de deux ventricules de taille équilibrée et de deux voies d'éjection qui peuvent être normales, vers une réparation de type univentriculaire. Le deuxième groupe, c'est plus facile à comprendre, c'est les ventricules sont présents, mais ils sont très asymétriques en taille, et étant très asymétriques en taille, le ventricule qui est petit ne peut être utilisé pour assurer sa fonction. Et donc, ce sont les hypoplasies du cœur gauche dans leurs différents degrés et les hypoplasies du cœur droit dans leurs différents degrés. Il y a des syndromes spécifiques comme le syndrome d'hypoplasie du cœur gauche avec atrésie mitrale et atrésie aortique, ou l'un ou l'autre. Mais il y a aussi d'autres cardiopathies, comme certains ventricules droits à double issue du groupe 2 qu'on a vu dans le cours sur les malpositions vasculaires, dans lesquelles le ventricule gauche est petit, où la communication interventriculaire n'est pas en rapport avec les gros vaisseaux, ce qu'on appelle non-committed, et on ne peut pas réparer. Pareil pour les ventricules droits, pareil pour les canaux atrioventriculaires déséquilibrés, que vous avez aussi évoqués dans le cours spécifique, et également les straddlings, c'est-à-dire les insertions d'une valve auriculo-ventriculaire dans l'autre ventricule au travers d'une communication interventriculaire. Et ces straddlings, quand ils ont des anatomies majeures, ne peuvent être réparés sans sacrifier une des valves auriculo-ventriculaires. Et généralement, on va pour ces patients, pour pas mal de ces patients, vers une réparation univentriculaire. Donc deux définitions, une anatomique et une physiologique, pour à la fin un même programme. Je vous montre ici un exemple de straddling pour vous montrer aussi que si vous essayez d'apprendre la cardiologie congénitale en pensant que les malformations sont toutes différentes et qu'elles constituent chacune un chapitre, eh bien, vous faites pour un certain nombre de sujets une erreur et vous pourriez vous faciliter la tâche. Et donc, je vous montre ici une communication interventriculaire à gauche de l'inlet. Et puis, en fonction de l'alignement du septum interauriculaire et du septum interventriculaire, eh bien, on a plus ou moins d'overriding, c'est-à-dire ici de chevauchement d'une valve au-dessus de la communication interventriculaire, qui se poursuit par un straddling et qui se termine par un ventricule unique à double entrée. Et donc, toutes ces cardiopathies, en fait, appartiennent à un même spectre
d'anomalie du développement de la jonction auriculo-ventriculaire qui va donner soit un cœur normal, on va dire, et totalement réparable à deux ventricules, soit un cœur profondément déséquilibré, mais tout ceci correspond à des mécanismes embryologiques sur lesquels je ne reviens pas, mais qui sont très superposables. Donc voilà par exemple ici un overriding d'une des valves auriculo-ventriculaires sur la communication interventriculaire. Vous voyez que ceci crée un déséquilibre des ventricules. Il y a un gros ventricule ici, indiqué par ma flèche, et un petit ventricule de l'autre côté, ce qui correspond bien aux considérations physiologiques que nous avons eues sur le fait que les ventricules se développent au prorata de ce qui va les remplir et de la façon dont ils vont pouvoir éjecter, donc en fonction de leurs propriétés intrinsèques, mais aussi de leur charge. Et puis voici une forme plus accentuée de ce type d'anomalie où vous voyez deux oreillettes, deux valves auriculo-ventriculaires et ici un straddling puisque la valve auriculo-ventriculaire qui chevauche la communication interventriculaire est en grande partie insérée dans le grand ventricule et l'autre étant plus petit. Et puis enfin l'image que je vous ai déjà montrée, je ne sais pas si c'est le même patient, mais ça y ressemble en tout cas, avec deux valves auriculo-ventriculaires. Et ici, le petit ventricule qu'on ne voit pas sur cette incidence-là, puisqu'il est généralement situé en haut vers la voie d'éjection, et avec les deux valves qui s'ouvrent dans un seul ventricule. Donc, vous voyez cette gradation de cardiopathie qui se ressent. Et donc, tout ceci est vrai en termes de spectre anatomique et physiologique dans une anatomie avec une boucle droite normale. Et donc, vous voyez ici que la gauche est à gauche et la droite est à droite, avec ces différentes variétés de cardiopathie univentriculaire en fonction du fait que le ventricule rudimentaire est le ventricule gauche ou le ventricule droit, les vaisseaux restant tous dans la même position, ou bien en L-loop, avec, dans ce cas-là, très souvent une discordance atrioventriculaire et les ventricules rudimentaires qui sont positionnés de façon opposée par rapport à la D-loop. Donc, une très grande complexité d'anatomie et qu'on va essayer de résumer tout à l'heure pour dire que cette complexité anatomique des cardiopathies sous-jacentes dans les stratégies univentriculaires a une importance dans ses détails, mais pas dans le nom de la malformation elle-même. Donc, en termes d'épidémiologie, je vous rappelle cette classification ACC-CHD qui divise le cœur donc en tranches, c'est-à-dire avec ses différents segments et ses différentes connexions. Et donc, dans cette classification, nous avons choisi de parler des cardiopathies fonctionnellement univentriculaires, c'est-à-dire que c'est une classification anatomique et clinique. Et donc, c'est le projet thérapeutique qui compte. Et donc, on va mettre dans ce groupe, pour en décrire l'épidémiologie, les cardiopathies qui sont anatomiquement univentriculaires et fonctionnellement univentriculaires, c'est-à-dire on va adopter la définition physiologique que je vous ai donnée tout à l'heure. Et donc, quelques mots brefs pour parler de cette épidémiologie. Vous voyez que dans les cardiopathies univentriculaires, on va trouver des anomalies chromosomiques et des malformations extracardiaques avec une fréquence qui est élevée. Les anomalies chromosomiques avec une fréquence qui est à peu près superposable, comme vous pouvez le voir ici, entre 13,7 et 15,8, c'est à peu près les mêmes chiffres, à celle de la population générale des cardiopathies congénitales, et des malformations extracardiaques en proportion un petit peu plus élevée. J'aurais dû aussi mettre en violet les hétérotaxies, puisque les hétérotaxies ne sont pas toujours des cardiopathies univentriculaires, mais une proportion élevée d'entre elles ne sera pas accessible à une réparation biventriculaire. Et donc, on pourrait éventuellement regrouper les deux groupes de ACC-HD, hétérotaxie et cardiopathie fonctionnellement univentriculaire, en une seule pour décrire épidémiologiquement ce type de malformation. La proportion de diagnostic prénatal dans les cardiopathies univentriculaires est très élevée. Vous voyez, c'est des chiffres de région parisienne, que c'est dans 92% des cas, ou 92,5%, que ces malformations sont vues avant la naissance. Et c'est souvent vrai puisqu'il y a un déséquilibre majeur de la coupe 4 cavités avec un ventricule qui est absent ou un ventricule qui est sévèrement hypoplasique. Et donc, le diagnostic est assez aisé sur une des coupes les plus simples et les plus habituelles à obtenir pour les dépisteurs. Donc, c'est la raison de cette fréquence du dépistage que je compare ici à celle d'autres malformations qu'on a déjà vues. Maintenant, le choix des familles quand il y a un diagnostic
de cardiopathie univentriculaire est fréquemment d'interrompre la grossesse, et vous voyez que dans un peu moins de 2 tiers des cas, des malformations diagnostiquées avant la naissance et qui ont comme projet d'être univentriculaires sont interrompues au choix des familles. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en région parisienne, il n'y a qu'un tiers de ces malformations qui naît. Pour vous donner une idée, si on voit par an dans mon service, on va dire entre ventricule droit à double issue et transposition des gros vaisseaux, une centaine de nouveaux patients, on devrait voir à peu près 150 cardiopathies univentriculaires, et en gros, on n'en voit que 50. Donc, c'est à peu près ça les chiffres. Donc, théoriquement, en tout cas, si tous les enfants naissaient, tous les fœtus naissaient, on devrait voir 1,5 fois plus de cardiopathie univentriculaire que de transposition des gros vaisseaux. Donc, un certain nombre de services, par exemple aux États-Unis, où la philosophie des familles n'est pas la même qu'en région parisienne, eh bien, leur activité est essentiellement faite de cardiopathie univentriculaire pour les centres lourds. Maintenant, si on regarde le moment du diagnostic, et ça c'est pour vous dire que dans la plupart des cas, d'abord il y a le diagnostic prénatal, et quand il n'y a pas eu de diagnostic prénatal, le diagnostic est fait dans le premier mois de vie et essentiellement dans les tout premiers jours de la vie, donc chez des nouveau-nés. Donc ce sont des cardiopathies à présentation néonatale, essentiellement parce qu'elles sont cyanogènes, bien sûr. Maintenant, si on regarde la mortalité infantile, c'est-à-dire au cours de la première année, eh bien, si on prend que les patients qui sont nés, la mortalité est d'environ 60%, puisque à côté de l'interruption de grossesse, un certain nombre de familles choisissent le traitement compassionnel, en tout cas en région parisienne. Et donc, la mortalité spontanée, si on ne s'occupe pas de traiter ces patients chirurgicalement, ou bien si on additionne la mortalité chirurgicale, va être environ de 60% de morts à l'âge de 1 an. Donc il va rester un tiers de un tiers, c'est-à-dire un neuvième, on va dire à peu près une cardiopathie univentriculaire sur 10 atteindra l'âge de 1 an. Donc ce qui est vraiment peu, en tout cas dans les régions du monde où l'interruption de grossesse est habituelle pour ce type de malformation. Donc, si je résume l'épidémiologie de ces malformations, il y a un certain nombre d'items que je voulais partager avec vous. C'est d'abord leur fréquence, 5 à 7% des cardiopathies congénitales. Ce chiffre-là n'a pas beaucoup d'intérêt. Le diagnostic fait avant la naissance dans 90% des cas. Une association avec des anomalies chromosomiques et des anomalies extracardiaques qui est fréquente et qui en fait éventuellement un motif d'interruption ou de traitement compassionnel. Une révélation néonatale qui fait qu'une cardiopathie transférée in utero sur 5 est une cardiopathie univentriculaire, et ces patients ont besoin d'intervention précoce si on souhaite les inclure dans un programme de traitement chirurgical. C'est la principale cause, et j'ai déjà dit, mais je la répète, d'interruption de grossesse avec les malformations extracardiaques. L'association à une malformation extracardiaque dans les cardiopathies univentriculaires est un facteur, je dirais, de risque très important de mortalité néonatale. Et la survie à 1 an des nouveau-nés vivants et pris en charge chirurgicalement est seulement de 50%. On va dire 1/10 de la population totale. Si maintenant on parle d'échographie, et je saute volontairement la clinique, puisque la clinique est fonction de la diversité anatomique de ces cardiopathies. Il y a des cardiopathies, elles vont être bien sûr cyanogènes, puisque le sang va se mélanger à un endroit ou à un autre, puisqu'il ne peut pas circuler dans les 2 ventricules, donc il y a nécessairement de la cyanose. Il va pouvoir y avoir des obstacles pulmonaires ou ne pas en avoir, des obstacles sous-aortiques ou ne pas en avoir, des coarctations ou ne pas en avoir, etc. etc. Donc, la clinique est extrêmement diverse et les orientations diagnostiques que vous devrez avoir sont les mêmes orientations diagnostiques que ce que vous avez dans les cardiopathies habituelles, plus simples, réparables à 2 ventricules. Donc, si on va très rapidement à l'échographie, sans passer par la clinique, eh bien, je vous montre ici différentes échographies, certaines qu'on a déjà vues dans l'introduction, avec ici une cardiopathie anatomiquement univentriculaire, puisque les 2 valves auriculo-ventriculaires s'ouvrent dans un seul ventricule.
Alors, on pourrait imaginer qu'il y a une petite ébauche de cloison ici. Souvent, ce sont plutôt des piliers des valves. Et si on regarde l'anatomie des oreillettes, on voit ici qu'il y a une très grande communication interauriculaire qui est plutôt en position d'ostium secundum. Bon, l'image est coupée. Et de l'autre côté, on voit l'aorte descendante et probablement ici une veine pulmonaire. Et si on veut être un peu plus précis, on pourrait dire que ici, la forme qu'on voit est celle d'une auricule qui est plutôt de morphologie droite qu'en doigt de gant, comme le serait une auricule gauche. Et si on poursuit l'analyse échographique, on voit que la valve qui est située à côté des veines pulmonaires est projetée plus vers l'apex que la valve qui est située du côté de l'auricule droite. Donc, si on nomme les structures, on va dire que ici c'est l'oreillette droite, ici c'est une oreillette qui reçoit les veines pulmonaires, donc qui est plutôt une oreillette gauche, et que cette oreillette gauche se poursuit par une valve plus apicale qui est la tricuspide, alors que l'oreillette droite se poursuit par une mitrale. En fait, quand on va regarder dans un autre axe, ça va être très difficile souvent de distinguer l'anatomie de ces deux valves. Mais si on conserve cette idée-là, qu'ici c'est la tricuspide et là c'est la mitrale, c'est difficile de parler de concordance atrio-ventriculaire puisqu'il n'y a qu'un seul ventricule. Donc, toute cette terminologie qu'on utilise dans les cardiopathies à deux ventricules peut être discutable. Et donc là, j'ai mis cœur univentriculaire avec deux valves auriculo-ventriculaires et discordance atrio-ventriculaire, ce qui est un peu ridicule puisqu'il n'y a qu'un seul ventricule, mais probablement L-loop, puisque c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la boucle cardiaque. Et quand on regarde en petit axe, et là c'est le même patient, on voit ici chez ce patient qu'il y a une valve de ce côté-là où on peut voir qu'il y a une insertion septale et peut-être trois feuillets, un ici, un en haut et un ici, mais que c'est à peu près la même chose pour la valve qui est située plus en arrière ici. Il y a également une insertion septale avec un feuillet qui est mural le long de la paroi et puis un morceau de valve ici et un autre morceau de valve ici. Donc, qui est la tricuspide, qui est la mitrale? C'est difficile à dire et en fait, ça ne va pas avoir beaucoup d'importance, sauf éventuellement quand on va poser des indications de réparation de ces valves parce qu'elles fuient. Voici une cardiopathie univentriculaire, je suis désolé, c'est un peu pixelisé, en tout cas chez moi, avec une seule valve auriculo-ventriculaire. Et on voit déjà que ce patient a été réparé, puisqu'il y a ici le conduit de dérivation cavo-pulmonaire, et deux ventricules avec une immense communication interventriculaire. Et la raison pour laquelle ce patient n'a pas été réparé, c'est parce que les deux vaisseaux naissaient du ventricule droit et la CIV est non committed. Voici une atrésie mitrale, et donc on a déjà vu l'atrésie tricuspide dans l'exemple. On voit ici la valve mitrale qui est fermée, on ne voit pas de ventricule gauche derrière, puisqu'il n'a jamais pu se remplir. L'oreillette qui est petite, les veines pulmonaires qui sont un peu tendues, et puis ici un seul ventricule qui est de type droit avec la valve tricuspide. Voici ici ce que je vous disais, c'est-à-dire des ventricules gauches qui n'appartiennent pas véritablement à ce qu'on appelle le syndrome d'hypoplasie du cœur gauche, mais des ventricules très déséquilibrés, avec une hypoplasie mitrale. Ici, on pourrait penser qu'elle est quasiment fermée. En fait, il y a un petit truc qui bouge et en couleur, ça se remplissait un petit peu. Et puis ici, une asymétrie qui est un peu moindre, mais un ventricule de gauche qui reste rédhibitoire, qui n'atteint pas la pointe du cœur et qui ne pourra pas faire le travail d'un ventricule gauche. Donc tous ces patients, celui de la diapositive qui précède et ces deux-là, vont être pris en charge avec un programme de cardiopathie univentriculaire. Voici à nouveau une hypoplasie du cœur gauche avec ce que je voulais vous montrer ici, c'est un autre aspect de l'hypoplasie du cœur gauche. L'image est inversée par rapport aux images précédentes. L'oreillette droite, la valve tricuspide, le ventricule droit, comme vous le voyez sur l'image anatomique. Et de l'autre côté, une valve mitrale qui est toute petite. On distingue peut-être un peu les feuillets et un aspect très hyperéchogène de l'endocarde du ventricule gauche qu'on appelle la fibroélastose endocardique et qui fait de ce ventricule qui est présent un ventricule inutilisable. Ici, un exemple de straddling de la valve mitrale, où on voit qu'il y a un ventricule gauche qui n'est peut-être pas plus si petit que ça, mais la valve tricuspide est ici, et la valve mitrale est insérée en partie dans ce ventricule gauche, et en grande partie aussi dans le ventricule droit, avec ici un des feuillets de la valve mitrale qui traverse complètement le ventricule droit et qui va rendre cette malformation non réparable à deux ventricules.
À nouveau, une atrésie tricuspide avec ici, pour vous montrer ce que je vous ai déjà montré sur le schéma, la variété de taille du ventricule droit, minuscule dans cette atrésie tricuspide que vous voyez là, sur le côté gauche, et un peu plus vaste ici, dans cette autre atrésie tricuspide, avec une communication interventriculaire qui est grande et peut-être un petit peu d'overriding de la valve mitrale chez ce patient. Voilà à nouveau la comparaison de l'échographie et du schéma anatomique. L'atrésie tricuspide, il n'y a pas du tout de valve. Le ventricule droit, marqué par l'étoile, est réduit à sa plus simple expression. Et de l'autre côté, la totalité de la surface du cœur est occupée par le ventricule gauche. Donc, cardiopathie anatomiquement univentriculaire, l'atrésie tricuspide, fonctionnellement univentriculaire, avec ici l'atrésie pulmonaire à septum intact que vous avez vu dans les obstacles droits. Il y a bien un ventricule droit, il est plus ou moins constitué de une, deux ou trois parties, comme vous avez pu le voir. La valve pulmonaire est atrétique et il y a pourtant une valve tricuspide d'entrée dans un petit ventricule, donc deux ventricules, mais le ventricule droit inutilisable. Même chose, et toujours la même déclinaison, mais en miroir de la gauche. La valve mitrale, un ventricule gauche et un straddling de la valve tricuspide inséré en partie dans un petit ventricule droit et en grande partie dans un grand ventricule gauche, donc prise en charge de façon univentriculaire. Donc anatomiquement, physiologiquement univentriculaire. Ça, c'est pour l'entrée. Pour la sortie, c'est aussi d'une très grande variété. Et je vous disais, on peut avoir deux vaisseaux qui sortent de la cavité principale, un vaisseau qui sort de la cavité principale, l'autre d'un ventricule rudimentaire, ou qu'on appelle aussi la cavité accessoire, et il y a plus ou moins d'obstacles sous l'un ou sous l'autre des deux vaisseaux, l'artère pulmonaire ou l'aorte. Ici, on voit une cardiopathie univentriculaire, donc on la voit ici par voie sous-costale. Il y a un vaisseau qui sort de cette cardiopathie principale, et puis ici, il y a une autre cavité qu'on peut appeler accessoire ou ventricule accessoire, avec une communication entre la cavité principale et la cavité accessoire, qu'on peut appeler communication interventriculaire, si vous appelez ça un ventricule, ou foramen bulbo-ventriculaire. En tout cas, vous l'appelez comme vous voulez, il y a un trou, et de la cavité accessoire sort un autre vaisseau. Et donc, bien sûr, la physiologie va dépendre du fait que celui-ci est l'aorte ou celui-ci est l'artère pulmonaire. Et le degré d'obstruction, à la fois sous celui-là ou sous celui-ci, va aussi créer la physiologie différentielle de ces malformations très diverses. Donc là, on voit, c'est pas très facile parce que je connais la diapositive et je sais qu'elle n'est pas facile à voir. Il y a une cavité principale qui est ici, et puis ici, en as de pique, une cavité accessoire qui communique avec la cavité principale par un petit trou. Et les deux vaisseaux sortent l'un de la cavité principale. La cavité principale, la cavité accessoire. Et si vous regardez bien, un des vaisseaux sort ici et l'autre vaisseau. Donc, il y a eu un tout petit blanc. Si on regarde bien, donc la cavité accessoire est ici, la cavité principale est là, et les deux vaisseaux sortent l'un de la cavité accessoire et l'autre de la cavité principale. Voici ici une image qu'on peut voir aussi classiquement dans les cardiopathies univentriculaires, ou en tout cas qui vont être prises en charge de façon univentriculaire. C'est l'image qu'on appelle de criss-cross. Et donc, regardons d'abord à droite le petit axe où on voit une valve en petit axe et l'autre est vu comme s'il était vu de façon longitudinale. Ça, c'est parce que les vaisseaux sont croisés. Les ventricules, excusez-moi, pas les vaisseaux, les ventricules sont croisés à cheval l'un sur l'autre. Et c'est ce qu'on voit sur cette image-là, où si vous regardez bien, vous avez une valve qui va vers l'avant avec une direction qui est dans le sens de ma flèche et une autre qui va de façon horizontale avec la direction qui est dans le sens de ma flèche. Et donc les deux se croisent au milieu et il est souvent impossible de réparer ces patients à deux ventricules, alors qu'ils ont deux valves auriculo-ventriculaires, deux ventricules et deux vaisseaux. Donc on a tous les éléments du puzzle pour faire un cœur normal, mais ce n'est pas possible de les réparer. Voilà un autre aspect de criss-cross. Donc sur le schéma, j'espère que vous comprenez mieux que sur mes explications, avec ici donc le cœur croisé que vous observez là. Une valve est ici et l'autre est dans l'autre sens. Donc ça correspond au schéma qui est en bas à droite, en concordance ou en discordance atrioventriculaire. Voilà, donc beaucoup d'exemples pour finalement un seul programme.
Et donc, ce programme, c'est un programme dont je vous marque ici, je vous ai mis ici l'aboutissement. L'aboutissement, c'est d'avoir ce qu'on appelle une dérivation cavo-pulmonaire totale, c'est-à-dire de dériver tout le sang veineux arrivant par les veines caves directement dans les artères pulmonaires en court-circuitant le cœur. Et il n'y a donc plus de moteur du côté droit. Il n'y a un moteur que pour assurer la circulation systémique. Ce moteur sera le ventricule anatomiquement unique ou les deux ventricules qu'on va mettre à contribution, plus ou moins en fonction de l'anatomie, pour assurer la perfusion systémique. Et cette dérivation cavo-pulmonaire totale, elle a été construite dans les années 70 par un chirurgien qui s'appelle Francis Fontan à Bordeaux et qui a fait cette première variété de dérivation, et qu'il a anastomosé l'auricule droite sur l'artère pulmonaire. Préalablement, la veine cave supérieure était anastomosée à l'artère pulmonaire droite. Donc tout le sang bleu, donc là en gris sur le schéma, va arriver dans l'artère pulmonaire sans passer par les ventricules. Il faut imaginer qu'à l'intérieur, s'il y avait une communication interauriculaire, elle avait été fermée. Donc une dérivation faite d'une dérivation cavo-pulmonaire supérieure ou partielle supérieure et d'une dérivation atrio-pulmonaire, c'est comme ça qu'on les appelait. Ce système est tombé en désuétude parce qu'il créait des dilatations importantes de l'oreillette, des risques de thrombose, d'arythmie, et qu'il était hydrodynamiquement moins efficace que les systèmes qui lui ont succédé. Le premier étant ce qu'on appelle la dérivation cavo-pulmonaire intracardiaque, c'est-à-dire qu'au lieu de garder l'oreillette qui allait se dilater progressivement pour devenir souvent ectasique, on mettait un tube qui connectait la veine cave inférieure à l'artère pulmonaire, et puis on fermait les communications entre la gauche et la droite. Et ce geste-là nécessitait d'ouvrir le cœur, donc de clamper le cœur et de l'arrêter. Et il a été remplacé. Et aujourd'hui, je pense que dans la plupart des services, le geste qui est fait est le dernier situé à droite, c'est-à-dire le conduit extracardiaque. On prend un tube et on le branche entre la veine cave inférieure et l'artère pulmonaire droite. On peut laisser parfois une petite communication qu'on appelle la fenestration. On discutera brièvement tout à l'heure. Et on dérive ainsi la totalité du sang de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure dans les deux artères pulmonaires. Donc ça, c'est l'aboutissement du programme de dérivation cavo-pulmonaire totale. Ce système fonctionne de la façon suivante en comparaison avec le système circulatoire normal que vous avez sur la gauche. Et je vous rappelle que le système circulatoire normal a pour but d'assurer un débit cardiaque à une pression donnée. Et donc ici, c'est ce que fait le ventricule gauche. Et puis le ventricule droit, lui, doit franchir les résistances vasculaires pulmonaires et il doit aussi, je dirais, composer avec les pressions de remplissage du ventricule gauche. Et donc, on reconnaît ici, sur ce schéma physiologique du cœur normal en série avec un ventricule gauche et un ventricule droit, les causes classiques d'insuffisance cardiaque, donc les cardiomyopathies, c'est-à-dire l'incapacité du cœur à assurer le débit à une pression donnée. Ça peut être aussi l'hypertension artérielle, hein, si on veut être, je dirais, à tous les âges et trouver les principales causes d'insuffisance cardiaque sur la planète. Les pathologies d'augmentation de la pression dans l'oreillette gauche, la sténose mitrale par exemple, mais ça peut être aussi le cœur du vieillard, si on parle de quelqu'un d'autre d'un âge différent de la pédiatrie, et puis les différentes hypertensions pulmonaires pour expliquer les défaillances du ventricule droit. Donc ça, c'est le schéma du cœur en série. Dans la circulation de type dérivation cavo-pulmonaire totale ou circulation de Fontan, c'est un nouveau système porte, puisque en fait, le ventricule systémique va lui devoir, assurer la pression artérielle, bien sûr. Et donc, si on commence du début, puis il va devoir aussi faire en sorte que le débit cardiaque qu'il a assuré à la pression donnée traverse les résistances vasculaires pulmonaires sans qu'il y ait un ventricule supplémentaire pour l'y aider, et il va devoir aussi se remplir lui-même, en gros, puisqu'il va devoir franchir les résistances pulmonaires, mais aussi composer avec ses propres pressions de remplissage.
Donc, le système circulatoire de son temps va conserver exactement les mêmes, je dirais, contraintes, c'est-à-dire assurer un débit cardiaque et une pression systolique donnée, traverser les résistances pulmonaires et des pressions de remplissage, mais en ayant un seul ventricule. Donc, pour pouvoir réaliser le programme de dérivation cavo-pulmonaire totale, pour pouvoir dériver tout le sang, il faut que le système soit parfait dans différents aspects que je vous liste ici. Il faut protéger la circulation pulmonaire, puisque cette circulation pulmonaire, vous savez qu'elle doit s'adapter entre la vie intra-utérine et la vie néonatale en effondrant les résistances vasculaires pulmonaires. Et donc, il faut que ces résistances vasculaires pulmonaires restent normales, c'est-à-dire le plus bas possible, pendant toute la vie pour que le sang qui est poussé par le ventricule unique, une fois qu'il a traversé les capillaires et qu'il revient par les veines, traverse à nouveau les capillaires pulmonaires. Et donc, s'il y a de l'hypertension dans les poumons, il faut qui est lié par exemple au fait que l'artère pulmonaire sort directement de la cavité univentriculaire sans rétrécissement, il va falloir cercler l'artère pulmonaire, donc rétrécir le passage entre le cœur et l'artère pulmonaire. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle au retour veineux pulmonaire. Et donc, il faut corriger les retours veineux pulmonaires quand ils sont bloqués, anormaux quand ils sont bloqués, et il faut corriger, enfin en tout cas ouvrir la communication interauriculaire quand elle est restrictive. Par exemple, si vous avez une atrésie de lavage mitral, que la communication interauriculaire est restrictive, et si vous vous souvenez des cours de physiologie, vous êtes certain qu'elle va être restrictive, et bien il va falloir enlever la cloison interauriculaire pour qu'il n'y ait pas d'hypertension pulmonaire post-capillaire. Si à l'inverse, vous avez une atrésie pulmonaire, par exemple, eh bien, il va falloir mettre du sang dans les poumons, mais il ne faut pas falloir en mettre trop. Parce que si vous en mettez trop, vous aurez une évolution des résistances vasculaires pulmonaires qui va se faire comme on peut le voir dans les chambres gauche-droite. Donc, il va falloir mettre un Blaloc, par exemple, pour une cardiopathie univentriculaire avec atrésie pulmonaire, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de débit. Il faut qu'il y ait suffisamment de débit pour pouvoir oxygéner correctement le nouveau-né, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop pour ne pas altérer le lit artériolaire pulmonaire par un hyperdébit pendant longtemps. Il faut bien sûr préserver la fonction du ventricule unique ou des deux ventricules, si on est dans une cardiopathie physiologiquement univentriculaire. Et il faut aussi préserver la fonction des valves auriculo-ventriculaires. Donc, je vous ai dit pour, par exemple, les cardiopathies univentriculaires à double entrée, qu'elles pouvaient être mal formées. Et donc, pour préserver la fonction du ventricule, il faut faire attention à ce que sa post-charge soit toujours normale. Et donc, ce qui va nous ennuyer, ce sont les coarctations dans les cardiopathies univentriculaires qu'il faut bien sûr traiter, mais de façon impeccable, pour que la post-charge soit strictement normale. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles sous-aortiques ou d'obstacles à l'éjection. Donc, on va avoir des stratégies pour lever ces obstacles ou les contourner. Il faut aussi préserver le ventricule, et c'est la même chose que pour le lit artériolaire pulmonaire, d'une précharge très augmentée. Donc, il faut faire attention à ce que le débit pulmonaire ne soit pas trop élevé, parce que s'il est trop élevé, on va avoir une surcharge diastolique chronique du ventricule qui va altérer sa fonction, qui peut le dilater et qui peut faire fuir les valves auriculo-ventriculaires qui ne sont pas toujours bien formées. Il faut protéger aussi le ventricule pendant les opérations de chirurgie cardiaque. Il faut faire en sorte que ces opérations soient simples, qu'elles soient parfaitement programmées et qu'il n'y ait pas d'improvisation au bloc opératoire qui conduise à une augmentation du temps de clampage, c'est-à-dire d'arrêt du cœur au bloc opératoire. Donc tout ceci va faire partie de la stratégie. Il faut bien sûr préserver l'anatomie des artères pulmonaires parce que les résistances pulmonaires sont faites des résistances artériolaires que j'ai déjà évoquées, mais aussi de l'impédance artérielle pulmonaire. Il ne faut pas qu'il y ait de rétrécissement, d'asymétrie des branches pulmonaires. Et en tout cas, s'il y en a, il va falloir les traiter de façon efficace pour que les résistances vasculaires pulmonaires totales ne soient pas augmentées par une asymétrie des branches, par exemple. Il faut faire en sorte que les veines systémiques soient bien préservées. Effectivement, c'est elles qui vont conduire le sang depuis les capillaires jusqu'à l'artère pulmonaire. Donc, il ne faut pas abîmer les veines caves, et en particulier la veine cave supérieure, en mettant par exemple des cathéters centraux dedans chez des nouveau-nés qui risquent de les boucher et à ce moment-là de ne plus permettre de faire des dérivations cavo-pulmonaires supérieures.
Il faut essayer de peu rentrer dans le cœur en faisant peu de cicatrices, à la fois sur les ventricules ou sur les oreillettes, pour limiter le risque d'arythmie tardive, dont on verra que c'est une des complications ennuyeuses des cardiopathies univentriculaires. Donc, il faut avoir tout ceci en tête. Ça peut vous paraître d'une grande complexité, associée à la complexité de l'anatomie, mais les principes sont assez simples. Quand les dérivations cavo-pulmonaires totales ont été créées dans les années 70, il y avait des règles qu'on appelait les 10 commandements. Donc, bon, ils sont pris pour des écrivains de la Bible, mais ces 10 critères sont tombés en désuétude puisqu'ils ne correspondent plus vraiment à ce qu'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, je ne vais même pas les lire. Et aujourd'hui, à partir de ce que je viens de dire à l'instant, il faut en gros 2 groupes de critères pour faire une dérivation cavo-pulmonaire. Il faut que le lit vasculaire pulmonaire soit de bonne qualité, c'est que, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas qu'il soit trop petit, il ne faut pas qu'il y ait de sténose localisée, soit native ou iatrogène des branches pulmonaires pour réduire les résistances, enfin la part d'impédance dans les résistances vasculaires pulmonaires totales. Il faut que les résistances artériolaires soient basses, donc il faut avoir préservé le lit artériolaire en le protégeant de la pression et de l'hyperdébit, et il faut faire en sorte qu'il y ait un gradient transpulmonaire bas, mais qui ne soit pas lié au fait qu'il y ait une hypertension veineuse pulmonaire liée à un obstacle sur un septum interauriculaire, une veine pulmonaire ou une valve mitrale sténosante. Le deuxième point, il faut qu'il y ait un bon ventricule unique de fonction systolique et diastolique préservée. Il faut qu'il y ait au moins une valve auriculo-ventriculaire qui soit bien fonctionnelle, non rétrécie et non fuyante. Et puis, bien sûr, il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'éjection, et on peut y ajouter la pression basse dans l'oreillette systémique, donc des pressions d'emplissage du ventricule basse, qui correspond à la fonction diastolique, et bien sûr, si possible, un rythme sinusal stable, puisque tout type d'arythmie est problématique dans ce genre de situation. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont de paramètres anatomiques et physiologiques qui peuvent être considérés comme créant des situations à plus haut risque, ou en tout cas étant de moins bons pronostics dans les cardiopathies univentriculaires. Et toutes n'ont pas reçu de démonstration scientifique. Par exemple, avoir un ventricule gauche unique plutôt qu'un ventricule droit unique est considéré par beaucoup comme un facteur de bon pronostic. En gros, c'est mieux d'avoir une atrésie tricuspide et un ventricule gauche qui reste qu'une atrésie mitrale et un ventricule droit qui reste. La démonstration de ceci n'est pas claire. La seule cardiopathie de pronostic très péjoratif dans laquelle seul le ventricule droit est présent, c'est l'hypoplasie du cœur gauche. Donc, bon, tout ceci est un peu chevauchant. C'est vrai qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que les atrésies tricuspides ont un pronostic qui est souvent meilleur que les atrésies mitrales ou les hypoplasies du cœur gauche. Et bien sûr, ceci est en correspondance avec le fait que la valve auriculo-ventriculaire, si elle est unique, est plutôt une mitrale qu'une tricuspide, qu'une valve auriculo-ventriculaire unique. Et donc ça, on sait que la dégradation de la fonction dans le temps est liée à l'anatomie de la valve AV. C'est mieux s'il n'y a pas d'obstacle aortique. S'il y a un obstacle aortique, que ce soit une sténose sous-aortique ou une coarctation, il y a plus de morbidité et de mortalité. C'est mieux s'il y a un rétrécissement ou une atrésie pulmonaire que si on doit cercler et donc calibrer le débit pulmonaire et la pression dans les poumons, puisque ceci est souvent imparfait et que si ce n'est pas parfait, ça compromet le devenir des patients. C'est mieux, bien sûr, si les branches pulmonaires sont strictement normales et de façon native, et bien sûr qu'on ne les abîme pas. Et puis, c'est mieux s'il n'y a pas de blocage au retour veineux pulmonaire à la naissance ou s'il n'y a pas de restriction du foramen ovale. Donc, en gros, la cardiopathie univentriculaire, les 2 cardiopathies univentriculaires qui ont le meilleur pronostic, ce sont les ventricules uniques à double entrée et les atrésies tricuspides avec des vaisseaux normalement posés. Les autres sont moins bonnes. Maintenant, en période néonatale, les choses vont être simplifiées. C'est-à-dire que les physiologies ne sont pas légion, il n'y en a que quelques-unes. Si la cardiopathie est ductodépendante,
Pour la circulation pulmonaire, ça veut dire qu'il y a une atrésie pulmonaire, par exemple. Imaginez qu'il n'y a qu'un seul ventricule, l'aorte sort librement sans obstacle et il y a une atrésie pulmonaire. Ben, le traitement, c'est on met de la prostaglandine pour pallier l'atrésie pulmonaire initiale et on remplace le canal artériel par une anastomose de Blalock où on stent le canal artériel. C'est la même situation que dans n'importe quelle atrésie pulmonaire. S'il y a une ductodépendance pour la circulation systémique, ça veut dire qu'il y a une atrésie de la valve aortique, par exemple, ou qu'il y a une sténose sous-aortique très sévère. Et dans ce cas-là, il va falloir utiliser l'artère pulmonaire qui va sortir librement du cœur comme conduit initial. Et donc, cette procédure-là s'appelle la procédure de Norwood, donc, que vous avez dû voir dans les cardiopathies obstructives du cœur gauche. Et donc, dans la procédure de Norwood, on va utiliser l'artère pulmonaire comme nouvelle aorte. Et à ce moment-là, on va avoir une forme d'atrésie pulmonaire acquise par la chirurgie. S'il y a de l'hypertension pulmonaire, eh bien, on va faire un cerclage. Et ce qui manque peut-être dans les situations néonatales, c'est s'il y a un blocage au retour veineux pulmonaire, il faut le réparer ou élargir la communication interauriculaire, ce qui fait partie souvent de la procédure de Norwood. Donc, voici ici un exemple d'atrésie tricuspide à nouveau. Et vous voyez sur cet exemple que la circulation pulmonaire est peut-être alimentée, peut-être en partie par la communication interauriculaire, mais si le canal artériel est indispensable, eh bien, il va falloir le remplacer par une anastomose de Blalock. Si on a une hypoplasie du cœur gauche sur ce schéma, donc le ventricule gauche est incapable d'assurer la circulation, et donc la circulation est assurée par le ventricule droit au travers de l'artère pulmonaire et du canal artériel, dans l'aorte de façon rétrograde jusqu'aux artères coronaires et pour le reste de l'organisme. Et donc là, on va devoir utiliser comme technique ce qu'on appelle la technique de Norwood, dont je vous montrerai probablement un schéma après, qui va utiliser le ventricule droit comme ventricule systémique et l'artère pulmonaire comme nouvelle aorte, et on va conserver le canal artériel d'une certaine façon pour aller alimenter l'aorte. Et donc, on va bien sûr couper ou cercler les artères pulmonaires dans cette situation-là. Voilà la procédure de Norwood. On branche l'artère pulmonaire sur l'aorte thoracique descendante, horizontale et descendante ici, et les deux branches pulmonaires qui ont été séparées et coupées sont alimentées par une anastomose de Blalock. Il y a plein de variétés de la technique de Norwood, dont la variété hybride que je vous montre ici, où on stent le canal artériel et on cercle les deux artères pulmonaires, mais le principe est le même, utiliser le ventricule droit comme ventricule systémique, l'artère pulmonaire comme néo-aorte qui va vasculariser l'aorte à partir du canal artériel ou d'une réparation chirurgicale, et protéger les poumons, soit en cerclant les artères pulmonaires, soit en séparant les artères pulmonaires branches de l'artère pulmonaire tronc et en les alimentant par une anastomose de Blalock. Voilà un exemple ici de stratégie hybride dans l'hypoplasie du cœur gauche qu'on fait un peu chez nous, avec ici le stent qui est dans le canal artériel, l'aorte rétrograde jusqu'aux artères coronaires. Et donc, on est passé, on voit ici les écarteurs. On fait ça en hybride, en ouvrant le thorax et en piquant directement l'artère pulmonaire pour aller stenter le canal artériel chez ces nouveau-nés. Voilà à quoi ça ressemble quand on injecte après. Ici, on injecte dans l'aorte descendante et on voit l'aorte ascendante et le canal artériel qui vient, lui, de l'artère pulmonaire tronc. Donc, je ne vous montre pas d'exemple des autres, puisque c'est cerclage ou Blalock que vous avez déjà vu plein de fois. Maintenant, la deuxième étape, ça va être celle de faire la dérivation cavo-pulmonaire partielle. Donc, on va faire celle-ci chez un enfant qui aura eu une opération de Norwood, qui aura eu un Blalock, ou qui aura eu un cerclage de l'artère pulmonaire, ou éventuellement qui aura vécu jusqu'à l'âge de quelques mois, puisqu'on fait les dérivations cavo-pulmonaires à partir de l'âge de 3 mois et plus tard. Et on va faire d'abord une dérivation cavo-pulmonaire partielle, c'est-à-dire qu'on va dériver le sang de la veine cave supérieure directement dans l'artère pulmonaire. Donc, s'il y a une seule veine cave supérieure droite, on va dériver la veine cave supérieure droite dans l'artère pulmonaire droite. Et s'il y a deux veines caves, eh bien, on va faire une dérivation qu'on appelle bicavo, bipulmonaire partielle, c'est-à-dire la veine cave supérieure droite dans l'artère pulmonaire droite, la veine cave supérieure gauche dans l'artère pulmonaire gauche. S'il y a des retours azygos, ça va être un petit peu plus compliqué, puisqu'on va souvent devoir attendre un peu plus longtemps, puisqu'une très grosse partie du débit,
75-80% du débit va devoir être dérivé chez des nourrissons. Donc, avant de faire ces dérivations cavo-pulmonaires, eh bien, on va s'assurer que le lit artériel pulmonaire est bon et que le ventricule est bon, c'est-à-dire les critères que j'ai donnés tout à l'heure. Et donc, un certain nombre d'équipes s'assurent de ceci uniquement en faisant des échographies et des IRM. D'autres font des cathétérismes cardiaques pour aller mesurer la pression et préciser l'anatomie des veines caves et des artères pulmonaires. Et si les critères hémodynamiques et anatomiques sont favorables, on fait la dérivation cavo-pulmonaire partielle. Donc voilà par exemple une injection dans une anastomose de Blalock. Il y a deux très belles branches pulmonaires. Si la pression est basse, on va pouvoir faire la dérivation cavo-pulmonaire partielle s'il y a une veine cave supérieure ici. Mais vous voyez que l'anastomose de Blalock a déformé la bifurcation pulmonaire. Il va falloir la réparer dans le même temps. Il est très important de connaître ces détails anatomiques pour guider le chirurgien, puisque si on fait une dérivation cavo-pulmonaire partielle en supprimant le Blalock, le risque, c'est que l'artère pulmonaire gauche soit déconnectée. Donc, il faut connaître ces informations qu'on pourrait obtenir par du scanner ou de l'IRM sans avoir l'obligation de faire un cathétérisme cardiaque dans tous les cas. Les dérivations cavo-pulmonaires partielles, pendant longtemps, l'opération a consisté à faire une dérivation avec une anastomose termino-terminale et le schéma qui est en A, ici, on appelle ça l'opération de Glenn. Donc, l'opération de Glenn consistait à sectionner l'artère pulmonaire droite et à faire cette anastomose entre la veine cave supérieure et l'artère pulmonaire droite de façon termino-terminale. Elle a été abandonnée pour des raisons anciennes que je ne discute pas aujourd'hui, parce que c'est vraiment tombé en désuétude. Et donc aujourd'hui, on fait des dérivations cavo-pulmonaires partielles avec une anastomose termino-latérale, termino pour la veine cave, latérale pour l'artère pulmonaire droite. Et en fonction de ce qui arrive par le ventricule ici, de façon antérograde dans l'artère pulmonaire, eh bien, soit on ne fait rien sur l'artère pulmonaire droite, mais on peut, si la pression est un petit peu trop élevée, par exemple, cercler en partie l'artère pulmonaire droite, ce qui n'annonce pas notamment des lendemains qui chantent. Donc, là, ça, c'est la technique qui est utilisée aujourd'hui. Donc, voilà le schéma. On coupe l'anastomose de Blalock si on en a fait une. On sépare la veine cave supérieure de son abouchement dans l'oreillette droite qu'on va suturer, et puis on fait cette anastomose en sectionnant, et c'est ce que j'ai marqué ici, l'azygos, pour être sûr que le sang qui arrive dans la veine cave supérieure va aller dans l'artère pulmonaire et ne va pas emprunter, en descendant par l'azygos, un chemin plus facile, puisque la pression y serait plus basse, vers la veine cave inférieure. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a fait le montage cavo-pulmonaire en échographie. Et donc on voit ici l'artère pulmonaire droite, au milieu c'est l'aorte, et ici le tronc veineux innominé et la veine cave supérieure avec anastomosée à l'artère pulmonaire droite. Donc voilà le schéma de la dérivation cavo-pulmonaire partielle, avec ici donc la légende que j'ai mise. On voit ici cette dérivation cavo-pulmonaire partielle, à nouveau le tronc veineux innominé, le confluent jugulo-sous-clavier, la veine cave supérieure, anastomosée à l'artère pulmonaire. Et de l'autre côté, il y avait un Blalock qui a été laissé dans ce qu'on appelle une circulation mixte. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais on peut éventuellement laisser une source additionnelle de sang en attendant de faire la dérivation totale. Voilà un exemple de ce qu'on peut trouver, un autre exemple de ce qu'on peut trouver sur le plan anatomique en faisant une évaluation avant la dérivation cavo-pulmonaire totale cette fois-ci. La dérivation partielle a été faite et quelques années plus tard. Là aussi, c'est variable en fonction des équipes. Il n'y a aucune vérité nulle part. On fait la dérivation totale entre 2 et 6 ans, on va dire, dans la plupart des cas. Et donc, on va à nouveau évaluer le régime de pression dans les artères pulmonaires, l'anatomie des artères pulmonaires pour savoir si on a de bonnes artères pulmonaires. Et bien sûr, on va évaluer le ventricule pour savoir si on a un bon ventricule en systole-diastole, pas de fuite des valves auriculo-ventriculaires ou de la valve auriculo-ventriculaire et pas d'augmentation de la pression dans l'oreillette gauche ou de la pression capillaire. Et donc, voilà ce qu'on trouve ici dans cet exemple. Il y a une hypoplasie du cœur gauche à l'âge de 3 ans et on voit très bien qu'il y a une asymétrie importante des branches, qui est assez classique, puisque c'est l'aorte qui appuie sur l'artère pulmonaire gauche. On voit une très belle branche droite et une branche gauche qui est beaucoup plus petite. Et donc, on sait que la conclusion de cet examen, c'est que le lit artériel pulmonaire n'est pas bon. Il est peut-être bon en termes de pression, par exemple,
mais anatomiquement, il n'est pas bon. Et quand on va mettre tout le débit cardiaque non pulsé de la dérivation totale dedans, eh bien, on peut avoir des résistances vasculaires pulmonaires totales qui vont compromettre, parce qu'elles sont élevées, le fonctionnement de la dérivation cavo-pulmonaire totale. Et donc, la bonne stratégie, et ça, c'est un message de ce cours, c'est qu'il faut optimiser l'anatomie des artères pulmonaires avant de faire la dérivation cavo-pulmonaire totale. Et donc, un grand nombre d'équipes se lancent souvent dans une dérivation cavo-pulmonaire totale en disant dans le même temps, je vais élargir un petit peu l'artère pulmonaire gauche. C'est une erreur. Il faut que la situation soit la plus optimale possible, quand cela est possible, bien sûr, avant de construire la dérivation cavo-pulmonaire totale. Sinon, celle-ci va s'altérer beaucoup plus rapidement que si on avait créé les conditions pour qu'elle soit faite idéalement. Et donc, chez ce patient, ce qui a été fait, ça a été de brancher une anastomose de Blalock pour faire grandir l'artère pulmonaire. Le même principe s'applique toujours. Je mets du débit, ça fait grandir, en cerclant l'origine de l'artère pulmonaire gauche. Et donc, l'artère pulmonaire droite continuait d'être alimentée par la dérivation cavo-pulmonaire partielle. Et l'artère pulmonaire gauche, on a forcé sa croissance par une anastomose de Blalock. Et quelques mois plus tard, eh bien, vous voyez qu'ici, c'est le même patient. On a pu faire la dérivation totale sur 2 artères pulmonaires de calibre qui étaient nettement plus acceptables. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre pendant l'évaluation avant de faire la dérivation cavo-pulmonaire? Donc là, vous voyez que les choses se passent bien. Si je vous dis que la pression est normale, les 2 branches pulmonaires, droite et gauche, sont plutôt belles. Mais ce qu'on voit, c'est que le patient, en injectant ici dans l'aorte, le patient a développé des collatérales qui sont souvent des collatérales artérielles, qui vont alimenter, au travers des artères bronchiques, une partie de la circulation pulmonaire. Donc ça signifie que la circulation pulmonaire n'est peut-être pas suffisante par la dérivation cavo-pulmonaire et que des collatérales se sont développées. Alors, il y a beaucoup de discussions pour savoir s'il faut les fermer ou si on peut ne pas les fermer. Mais en tout cas, elles risquent de gêner fortement la chirurgie en créant un risque de saignement. Donc, très souvent, on les ferme préalablement au dernier geste. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Ce qu'on peut trouver d'autre aussi, c'est le développement de ce qu'on appelle des anastomoses ou des collatérales véno-veineuses. Là, on voit qu'il y a une dérivation cavo-pulmonaire partielle. Vous voyez ici la veine cave supérieure, les 2 branches pulmonaires. Et quand on injecte, et ici c'est donc le tronc veineux innominé, et vous voyez qu'il y a une grosse veine qui descend et qui revient dans le cœur, comme une veine cave supérieure gauche. En fait, c'est une collatérale qui va injecter le cœur. Donc, on comprend bien que la dérivation cavo-pulmonaire ici ne fonctionne pas bien, puisque normalement tout le sang devrait aller dans les artères pulmonaires. Or, une partie est dérivée là. Le traitement, c'est assez facile. C'est si on bouche, comme on l'a fait, la veine cave supérieure ici avec un device, la veine cave supérieure gauche, je veux dire, qui s'est été reperméabilisée, eh bien on va forcer le sang à aller dans les poumons, mais vous savez bien que ceci va se faire au prix d'une augmentation de la pression. Donc, le développement d'anastomose véno-veineuse dans ce sens-là, mais ça témoigne aussi d'une élévation de la pression dans le montage qui peut faire craindre que la dérivation totale fonctionne plus tard un peu moins bien. Donc, avant la dérivation totale, on va préciser la pression, l'anatomie des branches, optimiser l'anatomie des branches, rechercher des collatérales artérielles, rechercher des collatérales veineuses et intervenir si on pense que c'est justifié sur chacune d'entre elles. Dernier point que je mets en dernier, puisqu'il est rare, mais qu'il est extrêmement ennuyeux, c'est aussi une des raisons de l'abandon de l'opération de Glenn, que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure, c'est le développement de fistules artério-veineuses dans les poumons, qui sont en partie liées à une physiologie apparentée à celle du syndrome hépatopulmonaire. Et la présence de fistules artério-veineuses dans les poumons va conduire au fait qu'il y ait du sang bleu venant de la veine cave supérieure, anastomosé à l'artère pulmonaire qui va aller directement dans l'oreillette gauche. Et donc, le patient va être plus désaturé. Et donc, cette fistule est authentifiée ici par une scintigraphie crâne-poumon. Et elle survient dans certaines cardiopathies univentriculaires, surtout les hétérotaxies. Et on ne sait pas très bien si elle va
régresser totalement quand on aura fait la dérivation cavo-pulmonaire totale. Et donc, c'est une complication très ennuyeuse qui doit être dépistée également avant de construire la dérivation cavo-pulmonaire totale. Si toutes les conditions sont remplies, d'anatomie des artères pulmonaires, de résistance dans les artères pulmonaires, de pression, de remplissage et de fonction du ventricule et d'absence d'obstacle à gauche, eh bien, on va construire la dérivation cavo-pulmonaire totale. Et ici, c'est un portrait de Francis Fontan quand il était déjà très âgé. Et on fait aujourd'hui donc des dérivations avec des conduits extracardiaques. Et donc, voici un cathétérisme qui montre ce conduit extracardiaque qui débouche dans 2 artères pulmonaires de belle taille. Et on voit que le cathéter est arrivé par la veine cave supérieure, ici, à partir de la jugulaire. Très souvent, on laisse une petite fenestration dans le montage cavo-pulmonaire. C'est ici ce petit trou, en fait une petite CIA. Et donc, comme la pression ici dans les veines caves va être autour de 12 à 15 mm de mercure, et que la pression dans l'oreillette systémique, on espère qu'elle est plutôt entre 6 et 8, ce qui serait normal, eh bien, on va avoir un petit passage de sang bleu cave vers l'oreillette systémique au travers de cette fenestration qui va laisser le patient un peu désaturé dans les suites de l'intervention, mais qui constitue une soupape dans les suites du montage cavo-pulmonaire. Il y a beaucoup d'arguments pour faire une fenestration. Il y a aussi beaucoup d'arguments contre, et le premier argument contre, c'est le risque thrombotique, sur lequel je viendrai un petit peu plus tard. Et donc, on comprend bien que quand le sang bleu circule de façon non pulsée dans le montage cavo-pulmonaire, eh bien, la stase veineuse expose à la thrombose. Cette thrombose doit être prévenue par des traitements anticoagulants. Et le risque, effectivement, s'il y a une thrombose dans le montage cavo-pulmonaire, c'est que le shunt étant du montage cavo-pulmonaire vers l'oreillette systémique, s'il y a un caillot qui migre, eh bien, ça va faire comme une embolie paradoxale et on a un risque donc d'accident ischémique dans tous les territoires systémiques à partir de thrombose dans le montage cavo-pulmonaire. Et donc, c'est un argument contre le maintien d'une fenestration. L'argument pour étant de passer de façon plus progressive à d'une circulation mélangée avant la dérivation cavo-pulmonaire totale à une dérivation cavo-pulmonaire totale exclusive en disant qu'on fermera la fenêtre ou la fenestration quelques mois après quand on se sera assuré que tout fonctionne bien. Donc on peut discuter de ça pendant des heures, mais tous les arguments sont défendables, comme d'habitude en plus. Là, on voit ici que cette fenestration peut permettre aussi de court-circuiter les résistances vasculaires pulmonaires. Donc, on voit ici le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, si le sang a du mal à passer ici au travers des résistances vasculaires pulmonaires ou si les pressions de remplissage sont élevées, eh bien, on peut avoir un court-circuit qui évite de passer par les résistances pulmonaires. Et donc, chez ce patient qui a un ventricule unique qui ne fonctionne pas très, très bien, eh bien, la présence d'une fenestration peut être utile puisqu'elle va, au prix d'une cyanose, continuer à remplir le ventricule qui est moins bien rempli par le passage au travers des poumons. Très souvent, on ferme cette fenestration après une période de test quand ce test a été fait. Et ici, voici une fermeture avec une prothèse de communication interauriculaire. Donc, on fait ça sous contrôle d'échographie transthoracique ici, chez un petit enfant. Voilà, on va mettre la prothèse, une partie de la prothèse du côté de l'oreillette systémique. Et puis ensuite, on l'ouvre comme une prothèse de CIA. Voilà, donc, et on va fermer l'autre côté et larguer la prothèse. On peut aussi fermer en mettant, donc voilà ici le montage, on injecte ici, on voit un trou dans le tuyau vers l'oreillette systémique et on le ferme de l'autre côté, on met un stent couvert juste devant, ce qui permet d'occlure complètement la fenestration. Et dans ce cas-là, le patient va être complètement rose, bien sûr, puisqu'il n'y aura plus de sang bleu du tout qui ira du côté systémique. Et on va discuter du traitement anticoagulant chez ces patients un petit peu plus tard. Voilà.
Je pense qu'on a été interrompu par je ne sais pas quoi. Donc, non, je disais que la persistance d'une cyanose après une dérivation cavo-pulmonaire totale peut être liée encore une fois au développement de fistules véno-veineuses. Là, je vous montre, après celle de la veine cave supérieure, des fistules véno-veineuses de la veine cave inférieure et des veines sous-hépatiques. Et donc, si on a fermé la fenestration et que le patient redevient bleu, il va falloir dépister ce genre de problème au moment du cathétérisme. Et encore une fois, de la même façon, on peut aussi avoir des fistules artério-veineuses qui persistent. Donc, enfin, on est arrivé chez un petit pourcentage de patients qui ont une dérivation cavo-pulmonaire totale à une survie au-delà de cette opération. Et maintenant, il va falloir s'en occuper et les suivre au long cours, puisque le montage est définitif. Et donc, il faut que ça marche pendant longtemps. Mais on sait, et on sait malheureusement que ce montage de dérivation cavo-pulmonaire totale non pulsée va inéluctablement se compliquer. On espère qu'il se compliquera le plus tard possible pour les patients, mais on sait aussi que pour des raisons sur lesquelles je vais venir brièvement tout à l'heure, ce montage va se débricoler et conduire à des complications. Et donc, j'ai cité ici, sur ce papier de Paul Kéry, des complications classiques et le moment auquel elles surviennent après la chirurgie de fond de temps. Et donc, la mort subite, c'est un problème qui existe, mais qui n'est pas très fréquent. En tout cas, chez les enfants, c'est relativement rare, ça arrive chez les adultes. Et ce problème-là sera discuté dans les cours de rythmologie, où on va intervenir par des antiarythmiques, des techniques d'ablation, ou la mise en place de défibrillateurs, qui sont bien sûr des situations délicates, mais le risque, c'est celui d'insuffisance cardiaque, mais c'est une insuffisance cardiaque particulière, puisqu'elle peut être liée à des mécanismes qui sont classiques, comme la dysfonction systolique du ventricule unique, mais il peut aussi y avoir des insuffisances cardiaques liées à l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, qui va faire que l'écoulement dans le montage va être moins bon. Les complications thromboemboliques, que j'ai déjà brièvement évoquées, mais qu'on va revoir dans quelques minutes, et puis des complications plus rares, en particulier les complications lymphatiques que j'évoquerai également. Et donc, je vous remets à nouveau le schéma, et donc je vous rappelle que la problématique du fond de temps, ça va être les résistances vasculaires pulmonaires en contrepartie et aussi les pressions de remplissage. Et donc, comment est-ce qu'on doit comprendre la circulation cavo-pulmonaire totale ou la circulation de type fond de temps, et comment est-ce qu'elle va aboutir à une défaillance? Et donc, on appelle la défaillance de ce type de système le failing fond de temps en anglais, défaillant. Et donc, il y a beaucoup d'hypothèses physiopathologiques, mais celle qui est la plus cohérente est celle qui utilise la physiologie normale, on va dire, du cœur, adaptée à une cardiopathie univentriculaire. Et on sait, parce que c'est évident au début de la vie, que chez un nouveau-né qui a un seul ventricule, eh bien ce ventricule qui va faire la totalité du travail va être préchargé de façon très importante, puisqu'il va recevoir la totalité du débit cardiaque, mais en plusieurs exemplaires, puisqu'il va recevoir le débit systémique qu'il assure et le débit pulmonaire qu'il assure également. Et ce débit pulmonaire n'est souvent pas égal à 1, puisque si on prend une cardiopathie à 100 mélangés, si on veut que l'enfant ait autour de 85% de saturation, je vous rappelle les calculs que nous avions faits, eh bien, ça veut dire que le QP est égal à 2 QS, et donc que le ventricule unique va recevoir le débit systémique, 1 QS, et le QP égal à 2 QS, c'est-à-dire donc 1 plus 2, ça fait 3 QS. Donc le ventricule unique va recevoir 3 fois le débit cardiaque. Donc il est bien sûr overloaded, donc préchargé de façon excessive, et bien sûr dilaté, et le stress pariétal qui s'applique sur les parois, donc le wall stress, va également être augmenté, ce qui va faire de lui un ventricule dilaté et hypertrophique pour s'adapter justement à cette augmentation de précharge.
Et donc, il va, au moment de la dérivation cavo-pulmonaire partielle déjà, puis ensuite de la dérivation cavo-pulmonaire totale, on va supprimer à ce ventricule. Oui, pour ceux qui voient le chevauchement de 2 cours en même temps, il faut que vous fermiez YouTube. Et donc, le ventricule va être dépréchargé d'un seul coup quand on va construire les dérivations cavo-pulmonaires. Et donc, on va déprécharger un ventricule qui est dilaté et hypertrophique. Et donc, en dépréchargeant ce ventricule, donc en réduisant sa précharge, eh bien, on va aboutir, et ça c'est toujours normal, hein, c'est ce qui survient par exemple quand on fait un choc hémorragique, hein, eh bien, quand vous diminuez brutalement la précharge du ventricule, vous allez avoir un phénomène de vasoconstriction qui va augmenter la post-charge de ce ventricule. Et ça, on le voit très bien en post-opératoire, les patients augmentent leur pression artérielle, ils sont vasoconstrictés. Et donc, on va avoir un ventricule dépréchargé et sur lequel on va avoir une augmentation de la post-charge. Et donc, ceci peut conduire à de la dysfonction systolique et diastolique du ventricule unique qui va devoir se remodeler vers la diminution de l'hypertrophie s'il peut le faire sous réserve que la post-charge soit suffisamment diminuée. Et donc, très souvent, ce ventricule hypertrophié dilaté qu'on a dépréchargé va avoir des pressions de remplissage qui vont être augmentées, et ces pressions de remplissage qui sont augmentées vont limiter le passage au travers des résistances vasculaires pulmonaires qu'on a vu tout à l'heure et accentuer la diminution avec le temps de la précharge de ce ventricule en diminuant le débit au travers des capillaires pulmonaires du fait de l'augmentation de la précharge de la dépression d'emplissage, pardon, excusez-moi, j'ai bafouillé, diminution du débit transpulmonaire du fait de l'augmentation des pressions de remplissage du ventricule unique. Et ceci s'installe dès que vous construisez la dérivation cavo-pulmonaire totale. D'abord partielle, puis totale. Partielle, on peut y remédier d'une certaine façon. Totale, on ne peut pas y remédier. Et ceci va aboutir progressivement à une diminution du débit cardiaque. Et cette diminution du débit cardiaque va à nouveau créer une diminution de la précharge du ventricule unique, etc., etc. Et donc, on s'installe dans ce qu'on appelle le cercle vicieux du Fehling-Fontan, qui est un cercle quasiment inéluctable, qui va aboutir donc à cette insuffisance cardiaque un petit peu particulière, qui est celle des dérivations cavo-pulmonaires totales. Cette insuffisance cardiaque un peu particulière, elle peut être liée, comme je vous l'ai dit, à une dysfonction systolique du ventricule unique, ça c'est assez facile à comprendre. Elle peut être liée à une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Elle peut être liée à un statut prothrombotique, c'est-à-dire que des petits caillots qui se forment dans le montage cavo-pulmonaire peuvent emboliser dans les poumons et réduire le lit vasculaire pulmonaire, donc ça va être une sorte de maladie thromboembolique chronique. Et puis, à côté de ça, il va y avoir un mélange avec une perturbation de la circulation lymphatique qui va donner des symptômes parfaitement étiquetés comme l'entéropathie exudative ou les moules bronchiques, mais qui tire à une situation d'œdème, d'infiltration sous-cutanée et de symptômes un petit peu particuliers de cette insuffisance cardiaque. Donc, tout est un peu mélangé, tout interagit avec tout et va aboutir très souvent à une dégradation globale de la fonction cardiaque et de l'état de santé du patient avec un retentissement sur différents organes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer que les patients qui ont une circulation Fontan puissent avoir une espérance de vie normale. Donc, bien sûr, il faut optimiser tout ça pour que les patients vivent le plus longtemps possible et avec la meilleure qualité de vie possible. Et donc, il y a des choses qu'on a déjà vues très largement, c'est tout ce qui concerne l'anatomie et la préservation des résistances artériolaires pulmonaires, la réduction de la compétition avec les collatérales artérielles, faire attention aux collatérales veineuses, etc. Tout ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut améliorer les résistances vasculaires pulmonaires en agissant sur leurs composantes artériolaires, sur l'asymétrie des branches, je l'ai déjà discuté, sur leurs composantes artériolaires, est-ce qu'on peut utiliser les médicaments qui vasodilatent les artérioles pulmonaires, autrement dit les médicaments de l'hypertension artérielle pulmonaire? Comment est-ce qu'on prévient les complications thrombotiques, à la fois pour prévenir les embolies paradoxales si on a laissé une fenestration et prévenir la réduction du lit artériolaire pulmonaire par des thromboses embolisées ou
Est-ce que vous m'entendez à nouveau? OK. J'avais un signal que ça ne marchait pas. Donc, c'était peut-être pas vrai. Mais... Donc, quand on va s'occuper des patients qui ont une circulation cavo-pulmonaire totale, eh bien, ce qu'on veut éviter, c'est la situation que j'ai représentée à droite, hein, qui est inspirée de Mankiewicz. Et donc, cette situation, c'est celle où on va avoir une augmentation des pressions de remplissage, une augmentation de la pression pulmonaire, qui est donc la pression dans le système cave. Et cette pression dans le système cave va retentir sur les autres organes et puis finalement, on va aboutir à de la défaillance cardiaque. Et même si on essaye de baisser la pression systolique, le patient va être défaillant. Donc, il va falloir jouer sur tous ces systèmes. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes cardiologue, pour d'autres, vous êtes pédiatre, mais le traitement d'insuffisance cardiaque pour les cardiologues repose sur des médicaments qui vont vasodilater les artérioles pour diminuer la post-charge. Et donc, on peut imaginer que ces médicaments puissent être utiles dans les dérivations cavo-pulmonaires totales, puisque je vous ai dit qu'il y avait une composante de vasoconstriction liée à la diminution de la précharge. Les diurétiques pour diminuer la précharge, normalement dans les cardiopathie standard, parce que comme ça, quand les patients sont congestifs, on va diminuer la précharge. Et donc, c'est des médicaments, bien sûr, très utilisés et très utiles. Mais là, chez les patients qui ont une circulation de type cavo-pulmonaire total, diminuer la précharge, c'est accentuer le cercle vicieux dont j'ai discuté tout à l'heure. Et puis, les bêta-bloquants pour allonger la diastole. Et en allongeant la diastole, peut-être améliorer la précharge et le remplissage ventriculaire. Donc, ils ne sont pas complètement inintéressants. Donc, les diurétiques, probablement pas. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les autres médicaments agissant sur la vasodilatation, que ce soit les Artans, par exemple, je les ai mis en négatif. C'est peut-être pas vrai quand il y a une dysfonction systolique du ventricule, mais quand il n'y a pas de dysfonction systolique, il y a eu plusieurs essais thérapeutiques qui sont tous négatifs, ils disent qu'il ne faut pas les utiliser. Et les bêta-bloquants, c'est discutable. Mais en tout cas, ça peut être utilisé chez ces patients pour allonger la diastole. En tout cas, ça se discute. Il n'y a pas d'essai thérapeutique convaincant, mais ce n'est pas illogique. Quelles seraient les actions qu'on pourrait faire avec une certaine efficacité? Je vous ai dit, utiliser les médicaments de l'hypertension artérielle pulmonaire pour vasodilater le lit artériolaire et augmenter la précharge. Il y a un certain nombre d'essais thérapeutiques en cours, il y a un certain nombre d'essais thérapeutiques qui ont montré des résultats encourageants, et donc c'est possible de les utiliser. On les utilise surtout dans des situations de failing fontan, on les utilise peu de façon préventive, et il n'y a pas beaucoup d'informations, mais en tout cas, il y a des arguments pour, il y a quelques arguments contre, en particulier sur le fait que le remodelage artériolaire ne soit pas que musculaire chez ces patients, mais aussi lié à de l'infiltration de matériaux inertes dans les artérioles. Les médicaments lusitropes, comme les stimulateurs de la guanylate cyclase, ça n'existe pas vraiment. Peut-être que des médicaments comme l'Entresto, c'est-à-dire le LCZ, qui associe un Zartan et un médicament agissant sur la voie de la néprilysine pourraient être utilisés. Il y a des essais thérapeutiques en cours. Mais surtout, ce qui est important, c'est le maintien d'une activité physique et d'une activité d'entraînement très régulière et dont on sait qu'elle est efficace sur les résistances vasculaires pulmonaires en les préservant et qu'elle permet d'augmenter la précharge du ventricule. Et donc, il est fortement conseillé à ces patients d'avoir une activité physique régulière. Bien évidemment, ils ont souvent une limitation de l'activité physique, mais il faut qu'ils fassent tous les jours de l'activité pour préserver la fonction de leur ventricule unique et leur résistance vasculaire pulmonaire. Donc, plus que les médicaments, c'est l'entraînement et l'activité physique qui sont des éléments fondamentaux. Donc, je passe là, c'est ce que j'ai dit sur la néprilysine. Et donc, l'objectif de ça, c'est d'aboutir à une diminution des résistances vasculaires pulmonaires, ou en tout cas à leur préservation, à limiter leur augmentation, et de diminuer les pressions de remplissage du ventricule unique pour accentuer le mécanisme de succion du sang depuis les poumons. Donc,
Deuxième sujet, c'est celui de la thrombose. La thrombose dans la circulation fond-temps, c'est surtout un problème de prévention. Et je vous ai mis ici une dérivation atriopulmonaire. Vous vous souvenez que c'est un vieux montage, celui qui a été fait par M. Francis Fontan il y a maintenant bientôt 50 ans. Et vous voyez ici, c'est du contraste spontané dans l'oreillette chez un patient qui a une cardiopathie univentriculaire. Donc, on imagine bien que ce contraste spontané peut prendre en masse. On voit ici donc un gros caillot aussi dans une dérivation atriopulmonaire. Donc, encore une fois, montage qu'on ne fait qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui, puisqu'on met des conduits. Et donc, il faut prévenir ça. Et prévenir ça de façon précoce, puisque ça, c'est un scanner qui a été fait en post-opératoire chez nous. Et on voit ici le tube extracardiaque, et en blanc, c'est le sang, et en noir, c'est la thrombose. Et on voit que le tube s'est complètement thrombosé chez un patient qui avait un tube extracardiaque. Donc, ça ne survient pas que dans les dérivations atriopulmonaires. Ça peut aussi survenir chez des patients qui ont des montages dits modernes. Et donc, il faut prévenir très précocement ce type d'épisode qui est bien sûr absolument dramatique. Donc là, c'est juste une étude qui montre que si vous avez une dérivation cavo-pulmonaire, donc il y a des facteurs de risque de mortalité par thrombose, hein, donc sont la fibrillation auriculaire, le fait de ne pas prendre de traitement, la pression élevée dans l'oreillette droite ou quand on a déjà eu un thrombus. Mais surtout, c'est quand on regarde en multivarié, la présence d'un thrombus, ça augmente le risque de mortalité, enfin le odds ratio, le hazard ratio est proche de 23, donc 23 fois plus de risque quand on a des caillots, donc il va falloir prévenir ce problème. Et également en multivarié, les patients qui ne prennent ni aspirine ni warfarine, eux, ont un risque relatif qui est multiplié par 90. Donc bien sûr, ce type de travail dit qu'il faut obligatoirement donner un traitement préventif de la thrombose quand on a une dérivation cavo-pulmonaire totale. Et donc là aussi, je ne rentre pas dans les détails des études, mais j'ai juste mis en gras qu'il n'y a pas véritablement de supériorité démontrée des antivitamines K comparées aux antiagrégants plaquettaires. Et donc, c'est bizarre parce que vous savez qu'on utilise les antiagrégants plutôt sur le secteur artériel et les anticoagulants plutôt sur le secteur veineux. Et il y a eu un grand essai thérapeutique randomisé contrôlé, donc je suis désolé, la diapo est un peu floue, qui compare aspirine et warfarine. Et si on regarde que la courbe actuarielle à droite, on voit, donc en rouge c'est l'aspirine, en noir c'est la warfarine, qu'à 2 ans, il n'y a pas de différence significative dans la prévention de la thrombose dans ces deux groupes de patients. Mais les auteurs se sont interrogés pour savoir comment se fait-il qu'on ne trouve pas de différence significative alors qu'on aurait imaginé en trouver en faveur de la warfarine. Eh bien, et là aussi les courbes, vous pourrez les regarder si pour ceux que ça intéresse. On regarde essentiellement celle qui est ici. On voit que quand le traitement par les antivitamines K est bien contrôlé, autrement dit que les patients sont dans la zone thérapeutique, et quand ils sont contrôlés de façon policière, eh bien, ils ont, au bout de 2 ans, une tendance à avoir moins d'épisodes thrombotiques que ceux qui sont sous aspirine, ce qui confirme la logique de l'action sur les mécanismes de l'hémostase, et qu'à l'inverse, les patients qui ont un traitement par antivitamine K et qui est mal contrôlé ont beaucoup plus d'épisodes thrombotiques que ceux qui sont sous aspirine seule. Donc aujourd'hui, et sans que ça soit une règle que vous deviez respecter absolument pour ceux qui prennent en charge ce type de patients, dans mon service, on donne préférentiellement des antivitamines K, mais sous réserve que le contrôle de l'anticoagulation par les parents, puisque ce sont des petits-enfants, puisse être extrêmement strict et puisse être contrôlé de façon impeccable, en particulier par des dispositifs d'automesure. Et donc, ça veut dire que les parents puissent recevoir une éducation thérapeutique qui va les faire adhérer à un programme de contrôle extrêmement policier.
Et si c'est le cas, et c'est souvent le cas, hein, on donne des antivitamines K. Si ce n'est pas le cas, on donne de l'aspirine. Donc, insuffisance cardiaque et deuxième point, anticoagulation. Le troisième point, c'est le retentissement sur les autres organes, et je vais évoquer uniquement le foie aujourd'hui. Et donc, on sait que les patients qui ont une dérivation cavo-pulmonaire totale vont avoir une augmentation du régime de pression, comme vous le voyez indiqué ici à gauche. Et donc, on voit qu'en orange, ce sont les pressions normales. Donc, on a 6 dans l'oreillette droite, on a 4 ici de gradient transhépatique, ce qui fait qu'il y a 10 de pression, 10 mm de mercure de pression dans la veine porte. Et donc, si vous avez ici une dérivation cavo-pulmonaire totale, vous allez avoir 17, par exemple, donc c'est un peu élevé, hein, 17, c'est l'exemple, 17 de pression dans l'oreillette droite. Si le foie est strictement normal, vous allez avoir 4 de gradient transhépatique et 21 dans le système porte, ce qui correspond à une hypertension portale qui, sur la colonne du milieu, est liée à une augmentation du gradient transhépatique. D'accord ? Donc, on va avoir une hémodynamique d'hypertension portale, c'est-à-dire le développement des complications de l'hypertension portale qui vont être l'apparition, donc ici au temps porte, on voit cet aspect nodulaire, donc des nodules régénératifs, l'apparition ici sur cette image de nodules artérialisés, puisque vous savez qu'il y a un équilibre entre la circulation artérielle et la circulation porte dans le foie, le développement de varices ésophagiennes ou de varices gastriques chez ces patients, que vous voyez des dilatations veineuses ici, et puis et éventuellement le développement d'une cirrhose et éventuellement d'hépatocarcinome, qui sont des complications hépatiques de la circulation fond-temps. Et donc là, voilà un autre exemple, ce que j'ai déjà évoqué, de compensation de cette hypertension de porte qui va donner les varices ésophagiennes et gastriques par le développement d'une circulation artérielle et des nodules artériolisés à partir de l'artère hépatique. Et donc, il y a différentes physiologies du retentissement sur le foie de la circulation fond-temps, soit par l'augmentation uniquement des pressions caves, mais aussi par l'augmentation du débit cardiaque avec une physiologie qui va être proche du syndrome hépatopulmonaire et hépatorénal. Donc là aussi, je ne rentre pas dans ces détails, mais pour vous dire qu'il va y avoir un retentissement sur le foie et éventuellement sur le rein de cette circulation, et qu'il va falloir surveiller les patients pour les différentes complications hépatiques. Également la circulation lymphatique, tout simplement de façon mécanique par une augmentation de la pression. Donc, une augmentation de la pression lymphatique, et cette augmentation de la pression lymphatique va aboutir à une dilatation des lymphatiques, comme vous le voyez sur cette IRM lymphatique thoracique, avec cet aspect prolifératif, chevelu des lymphatiques tout le long de la paroi, la dilatation importante du canal thoracique ici. Et cette dilatation lymphatique et l'augmentation de la pression peut créer une exudation lymphatique dans des structures creuses, comme les bronches, et on voit à gauche ce qu'on appelle un moule bronchique, c'est-à-dire que la lymphe va s'écouler dans les bronches, et au contact de l'air, elle va coaguler. Vous savez que la lymphe ne coagule pas dans les lymphatiques, il n'y a pas de coagulation de lymphatique, mais par contre, quand elle va être à l'air, elle va coaguler et créer des obstructions bronchiques par un moulage, on appelle ça un moule bronchique, bronchial cast, un moulage de l'intérieur de la lumière bronchique. Et donc les patients vont venir pour des épisodes aigus de détresse respiratoire, d'atélectasie, et ils peuvent en mourir, et ils vont en fait se sentir mieux dès qu'ils auront toussé et expectoré ces moules bronchiques qui bouchaient leurs bronches. Il peut, donc voilà ici cet aspect de dilatation à nouveau en IRM. Et on peut avoir également
sur l'image de gauche, des dilatations lymphatiques, des lymphatiques digestifs, et qui vont à ce moment-là pleurer dans le tube digestif et faire que des protéines, des immunoglobulines, de l'albumine, mais aussi des lymphocytes vont être perdus dans le tube digestif et donner ce qu'on appelle l'entéropathie exudative. Donc, il y a beaucoup de causes, mais le montage cavo-pulmonaire en est une. Et donc, ces patients vont venir avec des œdèmes qui vont être liés à l'hypoalbuminémie. Ils pourraient être liés à l'augmentation de la pression dans la veine cave aussi. Hein. C'est pour ça qu'il va falloir faire le diagnostic différentiel. Et on voit ici, quand on injecte dans les lymphatiques qui sont à côté du foie, eh bien, quand on injecte du bleu de méthylène, on le voit à la surface du tube digestif. C'est pareil, quand on injecte dans les lymphatiques thoraciques, on voit du bleu de méthylène dans les bronches pour les moules bronchiques. Et donc aujourd'hui, on peut avoir accès au système lymphatique par cathétérisme. Et donc, on peut, par exemple, stenter le canal thoracique quand il est rétréci. C'est ici un des exemples. Et on peut aussi, avec l'aide de nos collègues hépatologues, ici Gert Mahler et nos collègues d'autres centres, intervenir directement sur les lymphatiques. Et ici, on pique le système lymphatique dans l'espace périportal et on va injecter de la colle qui va venir boucher les lymphatiques. Et en bouchant les lymphatiques, empêcher l'exudation de la lymphe dans le tube digestif. On peut aussi faire ça pour certains lymphatiques thoraciques et traiter en partie les moules bronchiques de cette façon. Bien évidemment, c'est un traitement transitoire puisque le régime de pression veineux va rester le même, c'est-à-dire la pression veineuse est augmentée. Cette pression veineuse se transmet de façon passive dans les lymphatiques. Vous savez que dans la circulation lymphatique, le canal thoracique est anastomosé au niveau généralement de la sous-clavière gauche au système veineux. Et donc, la simple augmentation de la pression veineuse centrale va augmenter la pression lymphatique. Et en augmentant la pression lymphatique, faire qu'on a cette dilatation d'abord des espaces intercellulaires, puis ensuite l'exudation de la lymphe dans les bronches ou dans le tube digestif. Voici un autre exemple d'injection dans le système périportal. Et à droite, les images fixes où la colle mélangée au produit de contraste est venue boucher tout ce qu'il y a autour du duodénum ici. Donc, si je résume ce que j'ai dit sur les cardiopathies univentriculaires, eh bien, c'est très important d'avoir un phénotypage complet de ces malformations, puisque c'est ce qui va nous permettre de développer la stratégie initiale de prise en charge chez les nouveau-nés, c'est celle qui va en fait préparer le terrain pour toute la suite de l'histoire. C'est très important que ces patients soient suivis sous la forme de cohorte, justement pour pouvoir anticiper et essayer d'optimiser tous les facteurs de risque de Fehling-Fontan ultérieur, dont je vous ai dit que c'était presque inéluctable. Je vous rappelle qu'il faut se méfier ou en tout cas être prudent sur l'utilisation de façon préventive des traitements classiques de l'insuffisance cardiaque dans les cardiopathies univentriculaires parce que certains de ces traitements soit ne sont pas efficaces, soit sont éventuellement délétères, comme les traitements diurétiques, en tout cas utilisés de façon préventive. Qu'il reste une question sur le traitement anticoagulant où la warfarine doit être aujourd'hui préférée à l'aspirine chez les patients qui sont capables d'avoir un suivi précis, mais il y a 2 essais thérapeutiques en cours sur l'utilisation des médicaments, ce qu'on appelle les nouveaux anticoagulants qui ne le sont plus vraiment, mais qui sont actuellement testés dans les dérivations cavo-pulmonaires totales, le rivaroxaban et l'apixaban. Et on espère qu'ils pourront simplifier la vie des patients en évitant les contrôles biologiques auxquels la warfarine contraint. Et puis, j'ai évoqué en dernier le problème de la lymphocardiologie et des lympho-interventions, qui est un sujet émergent et nouveau et qui améliore beaucoup les patients qui ont des complications lymphatiques. Et j'ai parlé aussi brièvement
de dépistage des anomalies extracardiaques liées à la circulation de son temps, en particulier des anomalies hépatiques, dont on sait qu'elles peuvent être présentes quelques années après la construction de la dérivation cardiopulmonaire totale, c'est-à-dire chez des enfants qui sont des préadolescents, et qu'elles vont généralement évoluer, certes lentement, mais systématiquement, on va dire de façon inéluctable, vers des complications plus sérieuses quand les patients vont devenir adultes. Les complications rénales aussi, mais elles sont très rares avant l'âge adulte. Voilà ce que je voulais vous dire de façon résumée sur les cardiopathies univentriculaires. Je n'ai pas abordé chacune d'entre elles ou un plan pour chaque type de malformation, mais encore une fois, je pense que c'est un sujet un peu général et que dans la pratique de beaucoup de cardiologues congénitalistes ou cardiologues pédiatres, les cardiopathies univentriculaires, c'est pas les patients dont ils s'occupent le plus, puisque généralement, ils sont confiés à des services hospitaliers, puisque l'environnement pluridisciplinaire que j'ai évoqué pour les différents aspects est souvent requis. Et donc, je pense que ce que je vous ai dit devrait en tout cas suffire pour ce diplôme. Je vais vous laisser donc ouais, je suis désolé pour les interruptions. C'est vraiment un problème de connexion à l'assistance publique. J'espère que ça n'a pas été trop important. L'hyperpression lymphatique, j'ai expliqué. Si vous avez des questions, eh bien, écoutez, je vous laisse les poser sur le sujet. Non, si vous n'avez pas de questions, à ce moment-là, on va s'arrêter là. Donc, comme d'habitude, hein, les cours seront enregistrés et mis en ligne dans la semaine. Bon, mais si vous avez... Alors, la dérivation cardiopulmonaire totale contre-indique-t-elle la grossesse? Donc, je n'ai pas évoqué ce sujet parce que je pense que vous avez eu un cours par Magali Ladouceur, mais je ne suis pas complètement certain. En tout cas, la dérivation cardiopulmonaire totale et grossesse, c'est un sujet qui est important parce que, bien sûr, un certain nombre de femmes souhaitent avoir des enfants. Ce n'est pas une contre-indication, mais il y a beaucoup de risques, à la fois pour le fœtus et pour la mère, qui sont liés justement à la fois à l'hyperpression veineuse, au fait que le débit cardiaque ne s'adapte pas volontairement de façon satisfaisante pendant le troisième trimestre. Donc, il y a prématurité, retard de croissance, mort in utero sont fréquents, très fréquents même. Et il y a aussi un risque maternel qui fait qu'on va autoriser des dérivations cardiopulmonaires, des patientes ayant une dérivation cardiopulmonaire à avoir une grossesse dans des conditions strictes, c'est-à-dire en gros dans des situations idéales. Il va y avoir aussi toute la problématique de la prévention de la thrombose chez ces patientes, qui va passer par l'héparine pendant la grossesse, et toute la problématique de l'organisation de la naissance, à la fois de la date de la naissance, c'est-à-dire est-ce qu'il faut anticiper en faisant naître l'enfant prématurément, et l'environnement dans lequel la femme accouche, qui est aussi quelque chose qui est important à définir. Donc, il y a deux très jolis papiers de Magali Ladouceur là-dessus, que vous trouverez sur Internet. Je crois qu'il y a une revue et un article original sur justement la grossesse chez les femmes avec des dérivations cardiopulmonaires, et qui confirme qu'il y a un risque qui est élevé. En tout cas, ça va se discuter de cas par cas, mais ce n'est pas une contre-indication. Ce n'est pas la même chose que la grossesse dans l'Eisenmenger,
hein, qui est là formellement contre-indiquée. Et quand la grossesse survient chez une femme qui a une hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale, eh bien, même si on parvient à éviter plus de morts qu'il y a une vingtaine d'années, il y a toujours une mortalité qui est inadmissible. Donc la grossesse est contre-indiquée. Mais pas dans le fond de temps. En tout cas, elle s'organise. Bon, ben, si on a fini, café. Hein.